arrêtés ou tués. L'attentat n'a pas été revendiqué à ce stade. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une attaque haineuse près d'Ankara alors qu'il se trouvait à Kazan en Russie où a lieu un sommet des BRICS en présence de nombreux chefs d'État. Et pour sa part, l'Algérie a vigoureusement condamné l'attaque terroriste qui a ciblé la société turque des industries aérospatiales, exprimant à la Turquie, peuple et gouvernement, sa pleine solidarité en ces circonstances difficiles, selon un communiqué de la présidence de la République. Alors restez avec nous pour évoquer ces derniers développements en Turquie et retrouver sans plus tarder notre invité du soir. Et pour évoquer l'attentat qui est survenu ce mercredi en Turquie, nous avons pour invité Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes expert en questions internationales. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a eu 4 morts, 14 blessés. L'infrastructure qui a été visée est une infrastructure militaire. Dans le contexte actuel, vu les derniers développements, notamment dans la région, quelles seraient les premières hypothèses selon vous ? Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. La première, la plus évidente, c'est l'opposition. On parle beaucoup du PKK, par exemple, qui est en Turquie, avec lequel d'ailleurs la Turquie essaie de négocier avec Öcalan, donc le leader. Ensuite, il y a les YPG, qui sont le groupe kurde qui évolue en Syrie, donc qui sont concentrés dans une région de la Syrie qui est plus ou moins inquiétée pour la Turquie. Et il y a aussi le fait qu'il y a la poche d'Idlib en Syrie qui est soutenue par la Turquie, qui pose problème aussi, puisque les Syriens, évidemment, sont en train de faire le siège de cette partie de l'est de la Syrie. Mais surtout, il y a beaucoup d'opposition, même interne, dont on ne parle pas beaucoup, qui existent. Donc, tous ces éléments font que la Turquie, qui en plus évolue sur des théâtres d'opérations militaires en Libye, on le sait déjà, mais aussi avec le Haut-Karabakh. Donc, il y a plusieurs pays dans lesquels la Turquie est intervenue porter un soutien par rapport à l'Azerbaïdjan. La Turquie s'expose, en plus avec ses positions extrêmement radicales verbalement sur la question palestinienne, il y a tout un tas d'ennemis potentiels qui pourraient être pressentis, le plus évident étant évidemment l'opposition interne qu'on appelle donc les Kurdes de Turquie. Et réagissant à la mort récente du prédicateur turc Fethullah Gülen, le président turc a tenu des propos dans lesquels il a affirmé que l'État turc poursuivrait sa lutte avec détermination complète contre l'élimination complète de FETÖ, terme qu'il utilise pour évoquer le mouvement güleniste. Ne pensez-vous pas qu'il s'est peut-être attiré les foudres de ce mouvement ? Alors ce mouvement a été d'ailleurs montré du doigt au moment de la tentative de coup d'État contre Erdogan en 2015, je crois que c'est 2015, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en juillet 2015, où ils ont tenté effectivement, ou 2016, où ils ont tenté de le reverser. Il y a eu un coup de force militaire et on a accusé les gulenistes. Donc Abdullah Gülen, c'est un ancien compagnon de route d'Erdogan, ils se sont connus. Puis après, très rapidement, il y a eu une dissension entre les deux hommes et il a pris refuge, je crois qu'il s'est réfugié aux États-Unis. Mais son mouvement, son organisation est restée très présente en termes d'aide par rapport aux questions culturelles. Ils sont très implantés en Afrique, par exemple, très présente dans l'influence de la société turque et surtout très présente comme opposant principal, indépendamment des Kurdes, d'Erdogan. Donc c'est vrai qu'Erdogan, quand il parle d'Abdullah Gülen, il a effectivement une détestation évidente et à la mort de ce leader, évidemment, ces enfants ne sont pas restés orphelins, ils se sont sans doute réorganisés, sans doute vont-ils chercher un nouveau leader, mais il reste tout de même une opposition très présente en Turquie. L'opposition encore qui existe traditionnelle, c'est celle de ce qu'on appelle les kabbalistes, tout simplement, donc le courant laïque, qui a remporté quelques victoires électorales et qui devient effectivement pour Erdogan un problème, puisqu'il a failli ne pas être élu sur le dernier mandat, il est passé au second tour. Donc tous ces éléments-là, plus des problèmes aux frontières à l'extérieur, plus l'intervention des Turcs, par exemple en Libye, plus effectivement une certaine inimitié par rapport à la question de l'entité sioniste, font qu'il y a une multiplication d'ennemis qui peuvent se manifester. Mais c'est vrai que d'accuser immédiatement les gulenistes, ça donne le sentiment quelque part, puisqu'ils ont été accueillis par les États-Unis, je le rappelle, qu'il y a la main américaine, la main invisible américaine, qui serait aussi peut-être à la manœuvre.
Alors nous n'accusons personne pour l'instant, vu que l'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais il y a beaucoup de thèses sur la table. Et pourquoi pas Gamal Abina, celle de l'entité sioniste, hein, qui est prise dans une folie d'embrasement régional. On rappelle que l'infrastructure visée, il s'agit du siège, hein, des industries de défense turques. Donc bilan 4 morts, 14 blessés. Cette thèse est-elle plausible à l'heure où l'on parle? Alors, quand je parlais d'accusation, c'était à l'époque de la volonté de faire un coup d'État à Erdogan. Donc, c'est une possibilité qui n'est pas écartée, effectivement. Concernant l'infrastructure, effectivement, dont vous parlez, ce sont des infrastructures importantes en Turquie, puisqu'ils ont de vraies réussites. On sait que le Baytar, par exemple, est une véritable réussite, que ce soit, on l'a vu en Éthiopie ou encore même en Ukraine, où ils ont quand même un peu évolué. Donc, ce drone de haute technologie, qui vaut très cher, il vaut 6 millions de dollars, je crois, à l'unité, c'est un drone qui donne le sentiment à la Turquie d'avoir une grande puissance retrouvée. Il y a aussi un autre aspect, la Turquie fabrique beaucoup d'armement sous licence ou directement fait par elle-même. Et la Turquie inquiète dans la région. Ça reste une grande puissance membre de l'OTAN, c'est le bras avancé, le bras armé de l'OTAN dans la région, mais c'est aussi une grande puissance qui veut se singulariser, qui s'est rapprochée des BRICS, on le sait déjà, qui s'est rapprochée quelque part de la Syrie après une brouille qui a duré quand même près de 10 ans, et qui essaie de se repositionner dans la région. Donc la Turquie, qui est dirigée finalement par Erdogan, qui est un courant frère musulman, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, qui est effectivement un leader incontesté pour l'instant, pose problème dans ses prises de position publiques. Alors, évidemment, la population turque est pro-palestinienne, ça on le savait déjà, et il est probable que l'entité sioniste, sinon manipule des djihadistes, comme on les appelle, ou voudrait peut-être faire en sorte qu'on en finisse avec Erdogan et cette question de cette instabilité, parce qu'on ne sait pas où il va aller, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. On sait qu'il a beaucoup agi en Égypte, par exemple, avec le soutien qu'il avait apporté à Morsi. On sait qu'il a beaucoup agi en Libye, qu'il était très actif sur la question syrienne, que c'est un modèle en termes économiques, hein, on le sait aussi, puisque la puissance turque, c'est la 20e puissance mondiale, je crois. Et le pays a été durement attaqué sur la question monétaire. On sait que la monnaie a été frappée de beaucoup d'attaques pour la dévaluer. Mais le pays tient parce qu'il y a quand même une industrie naissante, puissante. Il y a l'innovation. Il y a une volonté de s'affirmer comme puissance régionale musulmane dans la région, en concurrence évidemment de l'Iran. Mais effectivement, la Turquie dérange. Et vous avez évoqué à l'instant, Gamal Abina, les positions pro-palestiniennes affichées, hein, d'Ankara. Je voudrais évoquer ce point avec vous aujourd'hui, puisque la Turquie abrite nombre de leaders, notamment du mouvement Hamas, donc de l'axe de la résistance, comme on l'appelle aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que ces positions pourraient coûter cher aujourd'hui à la Turquie, quand on voit ce que fait l'entité sioniste au Liban, qui est aujourd'hui mis à feu et à sang? Oui, ça peut poser problème. Pour l'instant, Erdogan, il y a eu une brouille directe avec l'entité sioniste. C'était quand ils ont attaqué le Nevi Marmara, ce bateau qui était au large de Gaza à l'époque, qui était là pour apporter un soutien alimentaire et pour retirer ce blocus, du moins forcer le blocus qui est fait sur les eaux territoriales palestiniennes de Gaza. Et donc, il y a eu une attaque de la part des sionistes qui ont tué des Turcs. Donc, ça a été une brouille assez violente en vérité, et ça ne s'est jamais vraiment rabiboché. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre la Turquie et l'entité sioniste qui sont importantes sur le plan économique, puisqu'il y a des grandes importations à hauteur de 5 milliards, mais en même temps, il y a une concurrence régionale évidente. Il y a le fait que l'ancien empire ottoman, hein, parce qu'on parle beaucoup de panturquisme, l'ancien empire ottoman qui avait un rôle important, hein, avant la chute de l'empire ottoman, la Palestine était palestinienne. Toutes ces questions-là sont posées avec beaucoup d'acuité. Les Turcs se rendent bien compte qu'ils ont un rôle à jouer, ils veulent le jouer, et en même temps, puisque c'est un courant frère musulman, avec le soutien qu'ils apportent au Hamas, avec le soutien dans la reconstruction qui va être menée avec la Turquie et d'autres pays, effectivement, la Turquie peut poser problème. Et le rêve d'Israël, c'est de voir enfin émerger, cet État veut enfin voir émerger une opposition en Turquie qui lui soit favorable, comme ce fut le cas à l'époque, évidemment, de Atatürk et de tous les courants qu'on a appelé laïcards de Turquie, qui étaient extrêmement violents vis-à-vis des musulmans et de l'opposition. Alors, le siège des industries de défense turques visé, incident isolé ou événement majeur, comment peut-on le qualifier aujourd'hui? Alors, il y a déjà plusieurs attaques, vous le savez déjà, plusieurs attentats. Souvent, d'ailleurs, des attaques un petit peu, je dirais, de façon singulière, d'un groupe de personnes. Là, il y a un homme et une femme, semble-t-il, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo. C'est souvent des gens qui vont comme une forme d'opération suicide. Ça rappelle beaucoup le djihadisme de ce point de vue-là. Et effectivement, c'est une multiplication de petites attaques comme celle-là qui crée une tension en Turquie. Il faut savoir que Istanbul ou Ankara, mais surtout Istanbul, est une ville très touristique. On se souvient de l'attaque qui avait eu lieu sur la place Taksim. Donc, tous ces éléments-là
inquiète les Turcs en général. C'est un pays très sécurisé, c'est un pays qui fait très attention à la surveillance des touristes et de la population. Et c'est un pays, effectivement, qui est à la croisée des chemins. C'est un pays qui est entre l'Asie. On sait qu'il y a 10% de la Turquie qui est en Europe, le reste c'est la partie asiatique, qui côtoie le Moyen-Orient, qui côtoie l'Afrique, quelque part, mais surtout qui côtoie la Russie. Et la Russie, évidemment, est en tension actuellement. On sait que la Turquie pose problème parce qu'ils viennent de faire un immense contrat de gazoduc, un contrat record avec la Russie, alors que la Russie est frappée de sanctions. La Turquie est devenue une sorte de place forte des hommes d'affaires russes. Donc tous ces éléments font que la Turquie attire beaucoup d'inimitiés, tout comme l'achat de S-400 qu'ils ont fait aux Russes. Donc on voit bien qu'il y a une multiplication de raisons de détester les Turcs qui, eux, travaillent finalement et bien y réfléchir pour leur intérêt personnel. Ils ont raison quelque part. Et Erdogan, qui reste quand même populaire en Turquie, même s'il a été mis en difficulté sur sa dernière réélection, reste populaire et donne le sentiment que c'est lui qui est le maître à bord et qu'il tient d'une main de fer l'économie turque pour que celle-ci se développe. Et on a vu les résultats aujourd'hui. Alors, dans sa première réaction depuis Kazan, où il se trouvait pour le sommet des BRICS, le président turc a qualifié cet attentat d'attaque haineuse. Quelle serait, selon vous, la première réponse d'Ankara à ces événements? La problématique, c'est que s'il n'y a pas de revendication, et c'est toujours pas le cas, c'est soit des loups solitaires, c'est possible avec une idéologie, soit une opposition kurde traditionnelle qui d'ailleurs est peut-être là pour mettre à plat la discussion entre Öcalan et le gouvernement turc qui sont en train de négocier sur un arrêt des combats définitifs, sur l'arrêt de l'opposition du PKK, soit les YPG qui sont donc les Kurdes de Syrie qui pourraient être à la manœuvre. Mais effectivement, le sentiment général, c'est qu'à chaque fois, il y a des attaques comme ça ponctuelles qui sont tous les 2-3 ans et qui créent une ambiance délétère en Turquie. C'est un pays très touristique, comme je l'ai dit, c'est un pays qui a besoin de stabilité, c'est un pays qui côtoie que des pays actuellement en tension et en guerre. Donc la question qui est peut-être posée, c'est est-ce qu'on a intérêt à faire tomber Erdogan de Turquie? C'est une certitude, on a intérêt à le faire tomber parce que, indépendamment de l'action militaire qu'il ne mène pas vraiment, sur un plan politique, ses positions sont très fermes et surtout le soutien indéfectible qu'il apporte à la cause palestinienne n'est pas discutable. Donc c'est vrai qu'on peut penser que Erdogan devienne si prioritaire, surtout pour les sionistes, quelque part pour les Américains, et évidemment pour les Européens, parce qu'ils ont de vrais problèmes avec lui. Il ne faut pas oublier que quand on est membre de l'OTAN et qu'on veut faire une admission à l'OTAN, il faut un vote à l'unanimité totale. Tout le monde doit être d'accord. Donc la Turquie, très souvent, a négocié ce vote pour obtenir des résultats. Puis n'oublions pas non plus que la Turquie a un des principaux réservoirs de réfugiés syriens, je crois que c'est un chiffre de 3 millions, qui sont sur son territoire, payés pour partie par la Turquie et par l'Europe. Et donc ce réservoir de réfugiés syriens ont vocation à retourner en Syrie. Or, tant qu'il n'y a pas de paix en Syrie, on voit bien que les sionistes passent leur temps à bombarder le Liban et la Syrie, il est difficile de croire que ces réfugiés partiraient de Turquie où c'est quand même un terrain qui est relativement stable. Gamal Abidin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en questions internationales.